En 1979, la FAA cloue au sol tous les DC-10 des États-Unis. Interdire de vol un des principaux avions, c'est quelque chose de catastrophique. Cette décision fait suite au drame du vol American Airlines 191. Je le perds! À droite, allez! Il n'était qu'à 300 pieds. C'est quoi? Les enquêteurs commencent leur recherche Un des boulons, sur le pire accident de l'histoire américaine. cassé en deux. Voici le boulon et la cassure. Ils subissent le feu des médias. Des photos d'une importance capitale montraient le plongeon de l'avion. Elles expliqueraient pourquoi Il faut examiner les becs. 271 personnes ont péri quelques instants après le décollage. Et la météo? Vent de surface du 020 à 22 nœuds. Que du ciel bleu. En ce vendredi après-midi, l'équipage du vol American Airlines 191 achève les préparatifs en vue du décollage. Spoiler armé. Il part de l'aéroport O'Hare de Chicago. Le commandant Walter Lux devait être en congé ce week-end, mais il remplace un ami. Cet équipage était très expérimenté. Le commandant totalisait environ 22 000 heures de vol, dont à peu près 3 000 sur DC-10. Donc il connaissait cet avion sur le bout des doigts. Grâce à la disposition de ces 3 moteurs, le DC-10 est un des avions de ligne les plus reconnaissables. Et presque toutes les grandes compagnies aériennes en possèdent. Le DC-10 était très apprécié. C'était un des premiers gros porteurs, et les compagnies pouvaient embarquer 2 fois plus de passagers dans cet avion qui n'avait que 3 moteurs au lieu de 4, ce qui le rendait bien plus économique. Cela permettait de supprimer beaucoup de vols tout en transportant autant de passagers. American 191, bonjour. Maintenez avant le point d'arrêt, piste 32, droite. 191, merci. Maintenant avant point d'arrêt, 32 droite. Volet et bec à 10. Le décollage et l'atterrissage sont les phases les plus difficiles et les plus accaparantes. Ce vendredi, veille de week-end prolongé, les 258 passagers se rendent à Los Angeles. Installée dans le poste de pilotage, une caméra va permettre aux passagers de suivre le décollage en direct. C'est un service tout nouveau sur American Airlines. La caméra montrait la piste et ce que les pilotes allaient voir au décollage et à l'atterrissage. Pour les passagers, c'était comme au cinéma. American 191, autorisé à décoller. 191 en route. Rotation. Affirmatif, piste dégagée. Ouais. Bien, puissance décollage réglée. C'est parti. À ce moment-là, les 3 moteurs propulsent l'avion sur la piste. Découvrir ce que voient les pilotes ravit les passagers. À 15h04, l'avion est sur le point de s'arracher du sol. V1. On accélère pour atteindre V1, la vitesse au-delà de laquelle on ne peut plus interrompre le décollage. Après, il faut continuer. Quoi qu'il arrive, il faut s'envoler. Rotation. Quelques secondes plus tard, on atteint la vitesse de rotation. Le pilote lève le nez de l'avion et les roues avant se soulèvent de la piste. Aïe.
Des turbulences. Ça peut aller. Tu as vu? J'ai plus de courant. Les instruments du commandant se sont éteints, On a perdu le 1. tout comme le moteur gauche. Mais l'avion est déjà en l'air. Il faut continuer. Il faut monter. Même si l'avion a des problèmes graves, le mieux à faire, c'est de prendre de l'altitude, de contacter le contrôle aérien, de faire un tour de piste et d'essayer de se poser. Regardez ça. Regardez. Passez-moi le matériel. Il a perdu un moteur. Normalement, l'avion peut prendre de l'altitude. Les multimoteurs sont conçus pour pouvoir décoller avec un moteur en moins. Ils peuvent monter avec un taux de vitesse élevé jusqu'à atteindre l'altitude de sécurité. Formés pour faire face à une urgence de ce type, les pilotes savent ce qu'ils ont à faire. Les pilotes ont un dicton. Il nous faut 3 trucs. L'altitude, la vitesse et une idée. Ils montent avec une incidence plus forte. Et la vitesse en marche avant diminue. Quand on a assez d'espace autour de soi, on peut regarder ce qui se passe et comprendre ce qui s'est passé pour essayer de rectifier le problème. American 191, voulez-vous revenir et sur quelle piste? On s'incline. À droite, allez! L'avion penche fortement sur sa gauche et n'est qu'à 100 mètres du sol. Les pilotes ont essayé d'actionner au maximum les ailerons côté droit, parce que l'aile gauche plongeait. Par ce moyen, ils ont essayé de la faire remonter. On essaie de mettre les ailerons de l'autre côté à fond. Mais si cela ne donne rien, c'est qu'il y a un gros problème. Je ne le tiens plus. American 191, me recevez-vous? Pas de réponse. La perte d'un moteur ne devrait pas faire s'incliner l'avion. Les passagers, quant à eux, voient avec horreur le sol qui défile. Qu'est-ce qui se passe? L'avion n'arrive pas à prendre de l'altitude et s'incline de plus en plus. On s'incline. À droite, allez! 300 pieds, on descend. La caméra offre aux passagers un avant-goût de ce qui les attend. Et ils ne sont pas les seuls à être en danger. Au nord de l'aéroport, un village de mobil-home accueille des milliers d'habitants. Oh mon Dieu! L'avion se dirige droit dans sa direction. À terre, des témoins voient l'avion voler sur le côté. On tourne encore! Redresse-toi. Position de sécurité! Position de sécurité! Cela a dû être terrifiant. Les gens ont certainement compris qu'ils allaient mourir. On le perd! À droite! Il tombe. Le DC-10 s'écrase sur un des hangars de l'aéroport. Aussitôt, tout son carburant prend feu. Un DC-10 avec 271 personnes s'est écrasé au nord-ouest de la 32 droite. Il n'était qu'à 300 pieds au-dessus du sol. Et il n'est allé qu'à 1400 mètres au-delà de la piste avant de s'écraser dans un champ. Dès qu'on est sorti de la caserne, on a vu une colonne de fumée. Plus on approchait, plus elle était épaisse. Et puis on a découvert l'immensité du lieu de l'accident. Moins d'1 minute après le décollage, il ne reste quasiment rien du DC-10. Le feu couvait partout. J'ai vu des morceaux d'avion tout à fait reconnaissables, comme le train d'atterrissage ou un des moteurs. C'est une scène de cauchemar. On a aussi reconnu des morceaux de cadavres.
des torses. C'est ce qui nous a rappelé qu'il y avait eu des gens à bord, et on a eu une pensée pour eux. Vu l'ampleur des dégâts, les secours n'ont quasiment aucun espoir de retrouver les survivants. Le DC-10 d'American Airlines s'est écrasé à côté du village de Mobile Home qui borde l'aéroport de Chicago. Il a pulvérisé un hangar qui se trouvait au-delà de la piste. On sentait des odeurs très caractéristiques, mais celle du kérosène était la plus perceptible. Et je me souviens d'un calme sinistre. Une fois l'incendie circonscrit, les secours cherchent des survivants. En allant et en venant sur les lieux, on s'est vite rendu compte qu'il n'y en avait pas. C'était vraiment frustrant de se dire que, même si on était bien entraîné, on ne pouvait aider personne. Les 271 personnes qui étaient à bord ont péri. Et 2 techniciens qui travaillaient dans le hangar alourdissent ce bilan. C'est l'accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Il y a eu beaucoup de témoins. On va voir ce qu'ils disent. Le NTSB, l'équivalent du bureau d'enquête et d'analyse, doit faire toute la lumière sur la tragédie. Voici un bulletin spécial. Bonsoir. Un DC-10 d'American Airlines s'est écrasé après le décollage cet après-midi à Chicago. Malheureusement, c'est le genre d'accident qui fait forte impression sur le grand public. Il peut avoir une influence très négative sur la réputation d'une compagnie aérienne, sur celle d'un avion et sur le transport aérien en général. Chaque jour, des milliers de gens prennent un DC-10. S'il souffre d'un défaut, il faut le découvrir pour éviter une autre tragédie. L'enjeu était énorme et il fallait que le NTSB mène à bien cette enquête. Les compagnies aériennes voulaient que le grand public sache que l'avion était sûr. Les enquêteurs ont hâte d'entendre les nombreux témoins oculaires, surtout ceux qui étaient aux premières loges. Les contrôleurs de la tour. Regardez ça. Regardez. Les aiguilleurs du ciel indiquent que le réacteur gauche n'est pas seulement tombé en panne. Le moteur est tombé juste après le décollage. Je l'ai vu. Les gens assis côté gauche ont vu le moteur numéro 1 remonter par-dessus l'aile et disparaître derrière eux. Tu as vu? C'est bien la dernière chose qu'on a envie de voir. Les moteurs sont conçus pour basculer par-dessus l'aile en cas d'arrachement. De cette façon, ils ne percutent pas la queue, ils passent au-dessus sans l'abîmer. Ce réacteur étant tombé 760 mètres avant l'extrémité de la piste 32 droite, les enquêteurs passent le tarmac au peigne fin. Comment un DC-10 peut-il perdre un moteur? Le moindre indice peut s'avérer capital. C'est du jamais vu. Ça n'est pas censé avoir lieu. Normalement, ce matériel est suffisamment robuste pour que cela ne se produise pas. Donc, quand cela arrive, tous les participants à l'enquête se penchent sur la question, parce que cela n'a rien d'ordinaire. Dans toute l'histoire de l'aviation commerciale, on ne recense qu'une poignée d'événements de ce genre. Mais les inquiétudes entourant la sûreté du DC-10, elles, n'ont rien de nouveau. C'est le 3e accident majeur de ce modèle en quelques années. Plusieurs accidents mortels ont fait couler beaucoup d'encre. Le DC-10 a fait les gros titres et le grand public a commencé à se demander ce qui clochait à bord. En 1972, le vol American Airlines 96 avait perdu sa porte de soute arrière peu après avoir décollé de Détroit. Le DC-10 était alors à 12 000 pieds et cela avait provoqué une dépressurisation explosive qui avait sectionné plusieurs circuits de commande. Les pilotes avaient atterri en catastrophe et il n'y avait eu aucun décès à déplorer.
2 ans plus tard, les 346 personnes à bord du vol Turkish Airlines 981 n'avaient pas eu autant de chance. Elles avaient toutes péri lorsque leur avion s'était écrasé dans la forêt d'Ermenonville après un problème similaire de porte de soute. La confiance que les gens accordaient à cet avion était assez faible et beaucoup refusaient de le prendre. Ils choisissaient un autre vol ou une autre compagnie pour éviter le DC-10. Les passagers demandent à prendre un autre vol. Je n'aime pas trop le DC-10, mais c'était le seul vol qu'on pouvait prendre. Les enquêteurs chargés de découvrir pourquoi un réacteur s'est arraché d'un avion transportant 271 personnes cherchent les enregistreurs de vol dans les débris carbonisés. Quand un avion se désintègre à l'impact, les données des enregistreurs peuvent se révéler essentielles parce qu'elles représentent la seule source de renseignement. Le NTSB récupère les 2 boîtes noires, mais elles sont très endommagées et l'analyse des données s'annonce longue. C'est quoi? Les enquêteurs découvrent un indice. Un des boulons, cassé en 2. Il pourrait être capital. Ils ont trouvé un boulon cassé. Toute la question était de savoir s'il s'était rompu avant le drame et s'il l'avait provoqué ou s'il avait cédé à cause de l'accident. Les moteurs gauche et droit sont reliés à l'aile par ce qu'on appelle un mât-réacteur. Quelques rares boulons le maintiennent en place, dont celui qui a été découvert. Le boulon cassé se trouvant non loin du début de la piste, il est possible qu'il ait été le premier élément à être arraché. Qu'est-ce que tu en dis? Les enquêteurs pensent tenir le coupable. C'est peut-être ça. Le NTSB doit impérativement expliquer comment un moteur a pu s'arracher d'un avion de ligne aussi utilisé. Deux jours après le drame, les enquêteurs annoncent que l'accident est imputable à un boulon. Voici le boulon. L'écrou est encore vissé dessus et voici la cassure. Je suis arrivé au moment de la conférence de presse donnée par le vice-président du NTSB. Il venait de donner la conclusion du travail déjà accompli. Michael Marks est un spécialiste des métaux. Qu'est-ce qu'on a dit du boulon? Qu'il avait fait tomber le moteur. C'est un expert des cassures en tout genre. Le vice-président avait annoncé qu'un boulon retrouvé sur la piste avait joué un rôle dans l'arrachement du moteur. C'est le seul indice? Mais en examinant cette pièce, je n'ai rien remarqué qui sortait de l'ordinaire. Tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'il n'y avait pas eu de fêlure antérieure à l'accident et que rien n'indiquait une faiblesse structurale. Il a cassé en percutant la piste, pas avant. Ça contredit notre hypothèse. Il faut chercher ailleurs. Annoncer qu'on avait trouvé une explication à l'arrachement du moteur sans se pencher sérieusement sur la question, ce n'était pas ce qu'on peut appeler une idée de génie. Il aurait fallu être plus prudent. Bon, on va oublier les médias et se concentrer sur les preuves. Ce boulon n'avait pas provoqué l'accident. Mais au départ, on ignore quels éléments auront de l'importance. La confusion qui suit la conférence de presse ne fait qu'ajouter à la pression. Les enquêteurs n'ont plus droit à l'erreur. Pour le moment, ils en sont réduits à analyser l'épave, en espérant qu'elle leur permettra de déduire ce qui s'est passé. Faites voir. Bon, tout ce qui vient du site principal va là-bas. Et tout ce qui vient de la piste, moteur ou bout d'aile, va de l'autre côté. Ma priorité numéro 1, c'était l'analyse des pièces à l'endroit de l'arrachement. Où avait-elle cédé? C'est un bout du mât réacteur. J'ai jamais vu une cassure pareille.
Les mâts réacteurs montés sous les ailes soutiennent les 5 tonnes 900 de chaque moteur. Le mât réacteur a été conçu pour être très solide. Il peut résister à des contraintes très élevées, bien plus que celles qu'il encaisse pendant la durée de vie de l'avion. Il doit notamment sa solidité à 2 cloisons intérieures, une à l'avant et une à l'arrière, qui fournissent également des points d'attache permettant de solidariser les réacteurs aux ailes. Il est aussi dessiné pour avoir plusieurs passages d'effort. C'est ce qu'on appelle un concept à sûreté intégrée. Il semble incroyable qu'un mât réacteur, un des éléments les plus solides d'un avion, ait cédé. Le concept à sûreté intégrée est-il défectueux? Si tel est le cas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un autre ne casse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que j'examine le reste. Pendant que des enquêteurs fouillent l'épave à la recherche du reste du mât réacteur, d'autres commencent à écouter l'enregistreur phonique pour savoir si les pilotes ont été avertis d'un problème lors du décollage. Allons-y. 191, merci. Maintenant avant point d'arrêt, 32 droite. Volet et bec à 10. Roulage et prise d'élan sont tout ce qu'il y a de plus habituel. 191 en route. Rien n'indique que les pilotes aient rencontré un problème. Bien, puissance décollage réglée. C'est parti. Jusqu'ici, c'est la routine. V1, rotation. Aïe. C'est tout? Les enquêteurs ont eu du mal parce que les dégâts avaient rendu l'enregistreur phonique inopérant. Pour la collecte d'indices, ça représentait une grosse perte. Comme il était alimenté par le moteur gauche, Aïe! l'enregistreur s'est arrêté après l'arrachement. Merci. La dernière chose audible, c'était aïe. Fin de l'enregistrement. Cela ne leur a strictement rien appris. On ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé dans le poste de pilotage. Et l'enregistreur de paramètres est tout aussi inutile. En raison du vol chaotique de l'avion, un bon nombre de données n'ont aucun sens. Ça ne sert à rien. En revanche, les enquêteurs progressent sur d'autres pistes. Ils ont retrouvé toutes les pièces du mât réacteur. Et Michael Marks va peut-être comprendre pourquoi il s'est arraché. Quelque chose indiquait que c'était peut-être dans cette zone qu'il fallait faire des recherches. Pour ce faire, on devait procéder à des analyses plus détaillées. Donc, on a tout envoyé au laboratoire de Washington. Les enquêteurs s'intéressent à l'historique du DC-10 pour repérer un lien éventuel avec la défaillance. Pendant 9 ans, John Golia a été un des experts de la maintenance au NTSB. Dès qu'on sait qu'un moteur est tombé, on s'intéresse au livret d'entretien et à l'historique de l'avion. Le réacteur a été déposé fin mars. 8 semaines avant l'accident, le moteur gauche a été retiré pour être révisé. Quand un avion est passé à la maintenance peu de temps avant un accident, tout un tas d'alarmes se déclenchent. Il faut aller à Tulsa. Vérifiez ça. Quand une enquête tourne autour de la maintenance, si on ne va pas dans le hangar pour suivre la piste, on passe à côté de certains éléments. La cassure du mât réacteur n'est pas le seul point à éclaircir. Aïe! Je n'ai plus de courant. On a perdu le 1. 2 des 3 moteurs ayant continué de fonctionner, l'avion avait assez de puissance pour monter, puis se poser. Même s'il perd un deuxième moteur juste après le décollage, le DC-10 peut continuer de voler. Pourtant, des pilotes chevronnés n'ont pas réussi à maintenir celui-ci en vol après n'avoir perdu qu'un réacteur. Après la mort tragique de 273 personnes, la FAA, l'autorité de l'aviation civile, prend une mesure draconienne.
Le 6 juin 1979, elle cloue au sol tous les DC-10 en service aux États-Unis, soit 138 appareils. Interdire de vol un des principaux avions, ça bouscule les plannings, ça dérange les passagers, ça fait la une. C'est quelque chose de catastrophique. Quand une compagnie débourse 100 millions de dollars pour un avion, elle ne peut pas le laisser à l'arrêt très longtemps. Chaque jour passé au sol coûte énormément d'argent. Les DC-10 basés à l'étranger ne peuvent plus entrer dans l'espace aérien américain. Et la pression sur les enquêteurs monte encore au fur et à mesure que les conséquences de cette catastrophe se font sentir. Selon Michael Marks, les pièces cassées du mât réacteur pourraient expliquer pourquoi l'avion s'est écrasé. Regarde. C'est forcément arrivé avant l'accident. Mais pourquoi? En observant en détail la cloison arrière, j'ai découvert quelque chose de très curieux. Ce quelque chose, c'est une fêlure qui est manifestement apparue progressivement dans le métal. Signe que la cloison du mât réacteur était abîmée avant le drame. On voit qu'elle s'est étendue tout le long. Cette fissure courait sur la partie supérieure de la cloison arrière. La fissure correspondait à un phénomène appelé fatigue. Il s'agit d'une fêlure qui s'étend un peu plus à chaque fois qu'une contrainte s'exerce sur une pièce. L'examen au microscope fait apparaître une entaille sur la cloison du mât réacteur à l'endroit où la fissure est apparue. Sur une des fêlures, on voyait aussi qu'il y avait une déformation. Et sur le moment, je me suis demandé ce qu'elle signifiait. Quelque chose a frappé le mât, mais quoi et quand, je ne sais pas. D'accord, je vais me renseigner. Note tout. Compris. Les renseignements sont dans le hangar, dans la tête des techniciens. À nous de les trouver. Les enquêteurs assistent à la même opération de maintenance que celle effectuée quelques semaines avant l'accident du vol 191. Vous pouvez me montrer le bâtimoteur? On discute avec les intervenants. Généralement, il s'agit d'agents de maintenance à qui on pose des questions ciblées. Qu'avez-vous fait? Aviez-vous déjà effectué ce travail? Quels problèmes avez-vous rencontrés? Avez-vous suivi la procédure à la lettre, religieusement, étape par étape? Les enquêteurs ont découvert des procédures qui ne figuraient pas dans les manuels et que l'avionneur ne recommandait pas. Pour gagner du temps, la compagnie aérienne a modifié une procédure. Poser un moteur sur une aile de DC-10, ça dure 24 heures, c'est donc très long. Et il faut réparer ce qui doit l'être dans les meilleurs délais pour que l'avion puisse redécoller. La procédure normale prévoit de retirer le moteur de son mât, ce dernier restant fixé sous l'aile, ce qui nécessite de défaire des centaines d'attaches. Comme les procédures préconisées par l'avionneur semblaient trop longues et comme il pouvait les faire plus vite et pour moins cher, les techniciens s'en sont écartés. Cette procédure accélérée, qui consiste à ne dévisser que 3 boulons pour désolidariser le mât de l'aile, économise environ 200 heures de travail. C'était plus facile. Les points d'attache du mât réacteur sous l'aile étaient accessibles, alors que ceux entre le moteur et le mât l'étaient beaucoup moins. Mais contrairement à la dépose, le remontage, lui, présentait des difficultés. D'où l'accident. Un peu à gauche. Remettre le mât à sa place quand le moteur y est encore fixé est difficile.
Réinstaller le moteur et le mât, sachant que le premier pèse 5 tonnes 900 et le deuxième 900 kilos, n'est pas facile. Les techniciens utilisaient un chariot élévateur qui n'était pas très maniable. Le déplacement vertical n'était pas d'une grande précision. Le déplacement le plus court lors du levage était de l'ordre de 6 mm, alors que la procédure devait être précise au dixième de millimètre. Stop! Stop! Si l'angle n'est pas bon, si la pression est un peu trop forte, on abîme les ferrures. Ils ne se sont pas rendus compte que travailler comme ça pouvait causer des problèmes. Je crois que j'ai compris. Cela explique peut-être la présence de la mystérieuse entaille dans le mât réacteur. L'équipe de Tulsa appelle Michael Marks. Alors? L'enquêteur décrit les techniciens peinant à insérer la ferrure dans sa chape. Tout s'est expliqué en un éclair. La chape était à l'origine de la déformation apparaissant sur la fêlure. Michael Marks conclut que la chape a percuté le haut de la cloison arrière lors de la révision de l'avion accidenté. Cet impact aurait créé la fissure responsable de la défaillance du mât réacteur, et donc du drame de Chicago. Les techniciens qui avaient procédé à l'intervention qui avait endommagé le mât n'avaient sûrement entendu aucun bruit particulier. C'est ce qu'on appelle de petits arrangements. On s'arrange avec le manuel pour travailler plus vite. Sauf que ces procédures modifiées ne reçoivent jamais l'approbation des ingénieurs de l'avionneur. Et parfois, elles ont des conséquences inattendues. Au cours des 8 semaines suivantes, à chaque décollage, les contraintes imposées au mât réacteur agrandissent la fissure. Le moteur subit une contrainte due à la poussée, mais aussi une contrainte latérale. À chaque fois que ces efforts s'exercent, la cassure s'étend un petit peu plus. Dès lors, l'accident n'est plus qu'une question de temps. La procédure était défectueuse et en plus, des individus ont pris des libertés avec elle. C'est l'idéal pour provoquer un désastre. Depuis quand faites-vous comme ça? Je sais pas, mais on le fait tous. Et c'est bien le plus inquiétant. Toutes les compagnies aériennes prennent des raccourcis. Les compagnies aériennes s'échangeaient leurs méthodes. Et comme le démontage du moteur était long et coûteux, elles cherchaient toutes des moyens pour le faire plus vite et pour moins cher. Donc, quand l'une d'entre elles a trouvé cette solution, les autres n'ont pas tardé à l'adopter. C'est très exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Il faut inspecter toute la flotte. Si on sait pourquoi le moteur a été arraché, ce qui s'est passé ensuite demeure mystérieux. L'avion devait pouvoir se poser avec 2 réacteurs. Pourtant, 273 personnes ont perdu la vie. L'avion était pilotable. Il était en piteux état, il avait perdu un moteur et plusieurs équipements importants, mais il était encore en mesure de voler. Qu'ont fait les pilotes? L'accident a des conséquences désastreuses sur l'ensemble du transport aérien. Cela a posé un énorme problème économique aux compagnies, parce que leur principal avion était cloué au sol. Et cela a aussi eu un impact énorme sur le grand public. T'as vu? Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas sauvé leur avion? Un cliché pris juste avant le drame pourrait apporter la réponse. De nombreux journaux ont publié une photo qui est devenue célèbre, montrant l'avion à demi retourné, sur le point de percuter le sol. Tout le monde l'a vu. Retrouve toutes les photos que tu peux et fais-les agrandir. Je veux voir les ailes. Ça marche.
Ces images qui font si peur aux gens peuvent être très utiles aux enquêteurs. Elles permettront peut-être de découvrir si les pilotes ont commis des erreurs en préparant le décollage. Les volets et les ailerons ont l'air bons. En zoomant sur le bord d'attaque des ailes, les enquêteurs ont établi ce qui avait été fait. C'est du liquide hydraulique? Si c'est bien le cas, cela expliquerait pourquoi l'avion était aussi difficile à contrôler. Parfois, l'élément déterminant d'une enquête est un tout petit détail dont tout le reste découle. Sur le DC-10, plusieurs circuits hydrauliques passent le long du bord d'attaque de l'aile. Regarde. C'est cette zone qui a le plus souffert de l'arrachement du moteur. Il faut examiner les becs. 191, merci. Maintenant avant point d'arrêt. 30 de droite. Volet et bec à 10. Avant le décollage, on sort les becs afin d'obtenir la portance nécessaire pour faire s'envoler l'avion. Les becs sont sur le bord d'attaque. Quand on les déploie, ils s'avancent. L'air s'écoule alors sur une distance plus longue, donc plus vite, et il offre plus de portance en créant un vide sur l'extrados. Une panne du circuit hydraulique contrôlant les becs expliquerait pourquoi il était impossible de contrôler l'avion. Si tous les becs de l'aile droite étaient bien déployés, certains sur l'aile gauche ne l'étaient pas. Normalement, c'est impossible. Une aile permet de voler et l'autre non. Dans un cas pareil, celle qui ne permet pas de voler s'incline vers le bas, pendant que l'autre monte et l'avion prend de l'inclinaison en roulis. En frappant l'aile, le moteur a sectionné les circuits hydrauliques. Et très vite, il n'y a plus eu de liquide pour maintenir tous les becs sortis. Je ne le tiens plus. Certains becs rentrent, provoquant une diminution de la portance de l'aile et l'inclinaison latérale de l'avion. Vu son poids et sa configuration, l'avion avait une vitesse de décrochage de 124 nœuds. Je le perds. La rentrée des becs a fait passer cette vitesse de décrochage à 159 nœuds, ce qui faisait une différence énorme. Sans les becs, il faudrait voler beaucoup plus vite pour éviter de décrocher. Ne reste plus qu'une question. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas pu sortir du décrochage? Pour y répondre, les enquêteurs simulent le décollage. Vous êtes prêts? Allons-y. V1. Les pilotes totalisaient près de 5000 heures de vol sur DC-10. On n'aurait pas pu rêver équipage plus expérimenté. Si des pilotes étaient capables de se sortir de ce pétrin, c'était eux. Sitôt les becs rentrés, des alarmes se déclenchent. Un avertisseur de décrochage signale que l'avion va tomber. C'est ce qu'on appelle le vibreur de manche. Quand l'avion approche de la vitesse de décrochage, le manche se met à vibrer. Cet avertisseur porte bien son nom. Il fait vibrer le manche du pilote pour attirer son attention. Dans ce cas-là, on fait baisser le nez et on met les gaz à fond pour sortir du décrochage. Si les pilotes avaient fait tout cela, ils s'en seraient sortis, parce que l'avion était en mesure d'atterrir. En simulateur, les pilotes avertis du danger arrivent à sortir du décrochage. Pourquoi pas eux? Si les pilotes du vol 191 avaient su qu'ils décrochaient, il y a fort à parier qu'ils auraient pu sauver l'avion. Alors, était-il possible qu'ils n'aient pas eu conscience du problème? En s'intéressant aux avertisseurs du DC-10, les enquêteurs font une découverte. Le moteur gauche alimente les alarmes.
L'arrachement du réacteur a sectionné des circuits hydrauliques et électriques. Je n'ai plus de courant. On a perdu le 1. Et les instruments et les avertisseurs se sont coupés. Dès l'arrachement du moteur, les alarmes qui auraient pu sauver l'avion deviennent inopérantes. Les enquêteurs refont donc une simulation avec un autre pilote. Ok, vous êtes prêts? Sans lui dire Allons-y. qu'aucun avertisseur ne fonctionne. V1. Du cockpit, on ne voit pas l'aile gauche. Donc les pilotes ignoraient qu'un moteur s'était détaché. Ils le croyaient arrêté. On a perdu le 1. On dit qu'on perd un moteur quand il tombe en panne. Mais cet avion a bien perdu le sien. Sans avertisseur, comme l'équipage d'American Airlines, le pilote en simulateur ignore que son avion décroche. Si le vibreur de manche avait fonctionné, les pilotes auraient sûrement fait baisser le nez pour sortir du décrochage. On s'incline. À droite, allez! Ignorant qu'ils décrochent, ils appliquent la procédure correspondant à la panne d'un moteur au décollage. Et cela scelle leur destin. Les pilotes ont appris qu'en cas de perte d'un moteur, ils doivent aussitôt prendre de l'altitude pour avoir une plus grande marge de manœuvre en cas d'arrêt d'un deuxième réacteur. Ils tirent le volant et ils atteignent la vitesse de vol minimale de sécurité pour s'éloigner du sol. Ralenti à 153 nœuds. Réduction à 153 nœuds. Réduire la vitesse et relever le nez est l'exact contraire de ce qu'il faut faire en cas de décrochage. Cela ne fait qu'aggraver le problème et accentuer l'inclinaison latérale. Suivre la checklist correspondant à la panne d'un moteur ne pouvait que condamner ceux qui se trouvaient à bord. Comme ils ignoraient qu'il décrochait, ils n'avaient aucune chance. Les pilotes ont réagi exactement comme on le leur avait appris, en suivant la procédure à la lettre. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont suivi le mouvement. Le NTSB conclut que les pilotes ne sont pas en tort. En revanche, il pointe du doigt la maintenance d'American Airlines et la FAA qui n'a pas fait respecter les procédures en vigueur. L'aviation civile américaine impose qu'un vibreur soit installé sur le manche de chaque pilote et que les avertisseurs soient alimentés par plus d'un moteur. Les circuits hydrauliques sont équipés de clapets pour éviter que les becs et les autres gouvernes rentrent en cas de rupture d'alimentation. Quand les avions ont été interdits de vol suite à cet accident, on a découvert un certain nombre de fissures. 8 DC-10 ont des mâts réacteurs endommagés. C'était très effrayant de voir les inspections signaler autant d'avions à problème. C'était vraiment effrayant parce que chacun d'entre eux aurait pu avoir un accident. Si on ne les avait pas cloués au sol, il aurait fallu attendre un autre drame similaire pour qu'on comprenne l'ampleur du problème. Aucun accident de ce genre ne s'est reproduit. Plus jamais un DC-10 n'a perdu de moteur. D'une manière plus générale, ce genre d'événement nous apprend à reconsidérer la sécurité, la formation et les procédures, aussi bien en vol qu'au sol. Stop! Stop! Ultime conséquence du drame, les compagnies aériennes ont fait une croix sur la diffusion d'images en direct en cabine. Les passagers ont vu leur avion plonger. Ils se sont vus mourir. La caméra a été bannie du poste de pilotage. Mais la photo terrible des derniers instants du vol est restée. Bien que les compagnies aériennes et la FAA souhaiteraient certainement l'effacer.
Ces organismes préfèrent qu'on associe le transport aérien au siège étroit, à la mauvaise nourriture et aux bagages perdus plutôt qu'à la mort. Quand on perd ses valises, on se plaint. Quand il y a des morts, on ne prend plus l'avion.